Madame, Monsieur, bonsoir et ravi de vous retrouver pour cette grande session d'information. Bienvenue sur Gabon 24. Tout d'abord, les titres. Au Gabon, à quelques mois du début de la Coupe d'Afrique de handball, le vice-président de la République, Pierre-Claver Maganga Moussavou, se rend sur le site devant abriter la compétition pour s'enquérir de l'état d'avancée des travaux. En Éthiopie, un différend territorial crée des combats entre ethnies causant des centaines de morts et de déplacés. Vous verrez qu'aux États-Unis, l'administration Trump joue le modérateur en privilégiant une résolution diplomatique de l'escalade des tensions avec la Corée du Nord. Voilà pour le fil conducteur de cette session. Madame, Monsieur, voici votre journal. Et je vous le disais à l'instant, le vice-président de la République, Pierre-Claver Maganga Moussavou, était au 3e arrondissement au Palais des Sports avec à ses côtés le ministre de la Jeunesse et des Sports. Objectif, s'enquérir de l'état d'avancée des travaux sur ce site situé dans le 3e arrondissement, précisément au quartier Petit Paris. L'objet s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement des actions du gouvernement. En témoigne ce compte-rendu de Kenny Ongouri et Hervé Aubian. Le vice-président de la République, Pierre-Claver Maganga Moussavou, et le ministre des Sports, Mathias Otunga Osibadjo, se sont rendus sur le site de Petit Paris afin de s'enquérir de l'avancement des travaux du Palais des Sports de Libreville. Le vice-président de la République est venu appuyer l'action du ministre des Sports pour motiver davantage l'exécution de ces travaux. Être les yeux du chef de l'État pour voir l'état d'avancement de ces travaux, témoigner notre soutien au ministre qui conduit en ce moment ce projet. En venant ici, je souhaiterais, nouvellement nommé vice-président de la République, que je puisse aller partout où le chef de l'État ne doit aller que pour l'inauguration. Et donc, c'est de mon devoir de venir, de jauger. Les manifestations sportives dans cette structure vont avoir lieu en janvier. Il faut s'assurer que tout est pour le mieux. Cette sortie du vice-président de la République visait à témoigner de l'intérêt du président et du gouvernement à l'aboutissement de ce projet. Si le chef de l'État s'intéresse beaucoup au sport, c'est parce qu'il est persuadé que c'est par le sport qu'on formera un homme gabonais plein de dynamisme, plein d'allant, plein de volonté, plein d'esprit d'abnégation pour le combat que nous avons à mener contre le sous-développement, la qualité de l'homme. La fine pluie qui s'est abattue sur Libreville n'aura pas entaché la détermination du vice-président, lui-même sportif dans l'âme, qui est allé au bout de cette visite, dont l'avancement global des travaux est estimé à 50%. La livraison prévue le 30 novembre se fera au plus tard le 25 décembre 2017, a assuré la société en charge des travaux. Après le Palais des Sports, le ministre des Sports Mathias Otunga Osibadjo s'est rendu à l'Institut national de la jeunesse et des sports, poursuivant donc ainsi sa série de visites des institutions rattachées à son département ministériel. Retrouvons Kenny Ongouri et Hervé Aubian. Un peu plus d'un mois après son arrivée au département des sports, Mathias Otunga Osibadjo a poursuivi sa tournée des structures et des infrastructures de son département. L'Institut national de la jeunesse et des sports a constitué l'une des étapes. Un état des lieux de ce centre du savoir et de la pratique sportive a été fait. Il n'y a pas de souci, il y a que, comme dans tout établissement scolaire, lorsqu'on sort des vacances, on fait le point de nos besoins et on fait le point de nos moyens. C'est ce qui a été fait. Les enseignants ont posé le problème des moyens, des locaux, de l'internat qui n'est pas fonctionnel. En tout cas, toutes les questions qui pourraient gêner une rentrée scolaire normale. À quelques semaines de la rentrée des classes, l'urgence de voir cet institut démarrer les cours à temps est la priorité du moment. On ne peut pas visiter l'INJS, l'Institut national de la jeunesse et des sports, sans discuter avec ceux qui l'animent, c'est-à-dire les enseignants. Donc, à l'orée de la prochaine rentrée scolaire, nous avons fait le tour de la question de la rentrée scolaire avec les enseignants. Dans l'immédiat, on fait avec l'existant et puis avec le temps, on apporte des améliorations. Vous savez que Paris ne s'est pas fait en un jour.
et que nous ne pouvons pas d'un coup de baguette magique résoudre des problèmes qui datent de plusieurs années. Évoquer un problème, c'est déjà avancer vers sa résolution. L'Institut de la jeunesse et des sports connaît de nombreux problèmes. Pour le ministre en charge de ce département, ceux-ci trouveront solution, mais au cas par cas. Pas en reste, le ministre de l'Entrepreneuriat et l'Insertion des Jeunes, Biendi Maganga Moussavou, a effectué une visite ce mardi matin à la Direction générale de l'Insertion et la Réinsertion sociale des jeunes. Objectif, faire l'état des lieux et rencontrer ses collaborateurs pour préparer la formation des jeunes en prison. Lariska Lormamengi, PJ Opas, Bertin Osaga. Le ministre gabonais en charge de la réinsertion sociale a visité le centre de formation professionnelle de Nkembo, qui abrite aussi la Direction générale de l'insertion et la réinsertion sociale. Il s'agissait pour Biendi Maganga Moussavou de faire un état des lieux et de faire une projection de la mise en œuvre de la nouvelle politique de formation des jeunes en milieu carcéral pour une meilleure réinsertion sociale. Je suis venu voir la Direction générale de l'insertion et de la réinsertion professionnelle, les rencontrer. C'est 41 personnes, 41 collaborateurs qui vont ici nous accompagner dans l'exercice de cette mission, une mission prioritaire, une mission qui vient en complémentarité avec celle qui était déjà précédemment assignée au ministère en charge des PME. Cette visite a aussi permis aux membres du gouvernement et aux directeurs de l'insertion professionnelle des jeunes de discuter des modalités d'insertion et les rouages pour la mise en œuvre de ce projet. Une séance de travail dès lundi qui viendra en complément du travail qui a déjà été effectué au niveau du siège donc, du ministère qui se trouve en ville. Nous avons travaillé déjà. Nous voulons confronter les pistes que nous avons entrevues avec celles de ceux qui sont les praticiens de cette insertion des jeunes depuis plusieurs années pour arriver à un document final que nous soumettrons à l'approbation du Premier ministre-chef du gouvernement. Réfléchir ensemble sur le programme national d'insertion pour voir ensemble quelles sont les actions à mener pour développer la problématique de l'insertion sur le plan national. La réinsertion sociale des jeunes est une préoccupation du gouvernement, œuvre pour une égalité des chances des Gabonais à tous les niveaux. Ouvrant la page Afrique au Tchad, et c'est en bref et en images, le gouvernement tchadien a exprimé ce mardi à l'ambassadrice américaine N'Djamena son sentiment d'injustice suite au décret migratoire américain interdisant aux ressortissants tchadiens l'accès au territoire américain. Le ministre secrétaire général du gouvernement des Affaires étrangères, Abdoulaye Sabré Faboul, a affirmé « Nous avons pris bonne note de cette décision regrettable qui n'a aucune dimension politique. » Selon le président américain Donald Trump, le Tchad ne coopère pas avec le gouvernement américain et ne partage pas de manière adéquate les informations concernant la sécurité du public et le terrorisme. Direction le Sénégal, et c'était aussi en bref et en images, le 26 septembre 2002, 26 septembre 2017, voilà 15 ans que le ferry sénégalais a coulé à environ 40 km des côtes gambiennes. Le Sénégal a été frappé par ce qui est considéré comme une des plus grandes catastrophes maritimes au monde. Le coordonnateur du comité d'initiative pour l'érection du mémorial, le musée, le Jola, déplore aussi le fait que toute lumière n'a pas été faite sur ce naufrage qui a coûté la vie à plus de 2000 personnes. Allons en Éthiopie où de violents affrontements liés à un différend territorial entre deux des principaux groupes ethniques du pays ont fait des centaines de morts et des milliers de déplacés depuis le début de septembre. Les détails avec Zvetana Gladys Maganga. Des milliers de déplacés et des centaines de morts dans des violences interethniques en Éthiopie ont éclaté entre deux des principaux groupes ethniques du pays depuis début septembre. Ces affrontements ont opposé des membres des ethnies Oromo et Somali le long de la longue frontière entre leurs régions respectives. Oromo et Somali se disputent depuis des années le contrôle de certaines zones arabes situées le long de leurs frontières communes. Selon nos informations, la région Oromo avait été ciblée et plus de 3000 Oromo ont été déplacés du Somaliland. Maintenant, ils sont dans l'état régional de la Somalie. Certains d'entre eux sont dans l'état régional d'Oromia. Dans la partie est, des milliers de personnes de notre peuple ont été déplacées et nous ne nous attendons pas à ce que nous prenions cette mesure. Nous savons que c'est illégal.
Une enquête a été ouverte par le gouvernement d'Addis Abeba pour déterminer les responsabilités. Dans la dernière flambée de violence, le porte-parole promettant des poursuites judiciaires contre les fauteurs de troubles. Nous pouvons dire que des centaines de membres de l'ethnie Oromo ont été tués et il y a eu des morts côté Somalie. Nous ne savons pas exactement combien sont morts. Cela fait l'objet d'une enquête. Les régions Amara et Oromo ont été le théâtre en 2015 et 2016 de longs mois de manifestations antigouvernementales les plus importantes depuis 25 ans. Ces manifestations ont mené à l'instauration en octobre 2016 de l'état d'urgence, finalement levé en août. Poursuivons avec les actualités hors du continent. Tout d'abord en France, Emmanuel Macron a proposé ce mardi de renforcer l'Europe de la défense et de la sécurité en créant une force commune d'intervention européenne, un budget de défense commun et une doctrine commune pour agir. Jamila Bengman s'en fait l'écho. Emmanuel Macron a plaidé ce mardi pour un approfondissement de l'Europe de la défense qui passerait par la constitution d'une force commune d'intervention, d'un budget de défense commun et d'une doctrine commune pour agir. Le président français a fait ses propositions lors de son discours sur la refondation d'une Europe souveraine, unie et démocratique à la Sorbonne, durant lequel il a exposé sa vision de la construction européenne à un horizon de 10 ans. Au début de la prochaine décennie, l'Europe devra ainsi être dotée d'une force commune d'intervention, d'un budget de défense commun et d'une doctrine commune pour agir. Prévenir les catastrophes naturelles dans un registre proche, l'Europe doit aussi, selon le chef de l'État français, mettre en place une force européenne de protection civile qui mettra en commun leurs moyens de secours et d'intervention, qui permettra ainsi de répondre aux catastrophes de moins en moins naturelles. Les bouleversements climatiques menacent, eux aussi, comme jamais, notre sécurité. Et chaque semaine en Europe vole des vies humaines. C'est pourquoi je souhaite que nous puissions créer une force européenne de protection civile qui mettra en commun nos moyens de secours et d'intervention, qui permettra ainsi de répondre aux catastrophes de moins en moins naturelles, des incendies aux ouragans, des inondations au séisme. En matière de lutte contre le terrorisme, Emmanuel Macron s'est prononcé pour la création d'une académie du renseignement pour renforcer les liens entre leurs pays par des actions de formation et d'échange, mais aussi d'un parquet européen contre la criminalité organisée et le terrorisme. Toujours en France, le projet de loi antiterroriste a entamé ce lundi son premier passage devant l'Assemblée, le gouvernement défendant une réponse durable qui ne réduit pas les libertés face à ceux qui, à droite, veulent le durcir et ceux qui, à gauche, dénoncent un état d'urgence permanent. Dorothée Nyama s'en fait l'écho. L'Assemblée nationale française a débuté lundi les débats sur le projet de loi antiterroriste. Le gouvernement, par la voix du ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, défend un texte plus élaboré et plus équilibré. L'exécutif met en avant l'argument que l'état d'urgence post-attentat ne peut être prolongé indéfiniment. Aujourd'hui, le gouvernement vous propose donc un texte équilibré qui entend protéger, mais qui prend garde aussi de garantir toutes nos libertés et qui parfois même les renforce. Un texte qui, adaptant notre droit commun, apporte une réponse durable à une menace devenue durable. D'entrée, la droite, qui veut maintenir l'état d'urgence, est montée au créneau. Guillaume Larrivé a défendu vainement une motion de rejet dénonçant une loi de désarmement qui abaisse globalement le niveau de sécurité nationale. C'est pourtant une loi de désarmement que nous propose aujourd'hui le président de la République et son gouvernement, en nous appelant à sortir de l'état d'urgence. Le président Emmanuel Macron affaiblit la France et diminue la protection des Français. En vigueur depuis les attentats du 13 novembre 2015, le régime d'exception a été prolongé une 6e fois en juillet jusqu'à fin octobre, durant plus longtemps que pendant la guerre d'Algérie. 480 amendements, notamment LR et LFI, sont au menu de lundi à jeudi avant un vote solennel le 3 octobre en première lecture après le Sénat en juillet.
Cap sur les États-Unis et tel qu'annoncé en titre, le secrétaire américain à la Défense, Jim Mattis, annonce que les États-Unis privilégient une résolution diplomatique de l'escalade des tensions avec la Corée du Nord sur le programme nucléaire et balistique de Pyongyang. Lariska Lormamengi. Les États-Unis privilégient une résolution diplomatique de l'escalade des tensions avec la Corée du Nord sur le programme nucléaire et balistique de Pyongyang, a déclaré mardi le secrétaire américain à la Défense, Jim Mattis. Nous gardons les capacités de contrer les menaces les plus dangereuses de la Corée du Nord, mais également d'appuyer nos diplomates de manière à cantonner cela le plus longtemps possible au niveau diplomatique. Samedi, dans une démonstration de force, les États-Unis ont fait voler des avions près de la Corée du Nord, ajoutant une pression militaire à des tensions politiques qui ont duré toute la semaine via des insultes et menaces échangées de part et d'autre. Nous poursuivons notre engagement sur le plan diplomatique aux Nations Unies. Vous avez vu que le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté de façon unanime des résolutions qui ont intensifié la pression économique et diplomatique sur la Corée du Nord. Le ministre de la Défense est arrivé lundi après-midi en Inde pour une visite destinée à renforcer les liens militaires avec New Delhi dans le but de contenir le renforcement de la puissance chinoise. Ce déplacement est le premier en Inde d'un haut responsable de l'administration Trump. La Corée du Nord a accusé lundi Donald Trump de lui avoir déclaré la guerre en faisant notamment voler ses bombardiers stratégiques près de ses côtes. Une affirmation qualifiée d'absurde par la Maison-Blanche. Le vice-président vénézuélien assure que les sanctions des États-Unis sont un trophée après la décision de Washington d'interdire l'entrée sur le territoire américain à certains des ressortissants du Venezuela. Retrouvons Dorothée Nyama. La Corée du Nord, le Venezuela et le Tchad ont été intégrés dimanche à la liste des pays visés par le décret migratoire américain pour des manquements à la sécurité de leurs voyageurs et un manque de coopération avec Washington. Le Venezuela a accusé lundi les États-Unis d'exercer un terrorisme psychologique après leur décision d'interdire l'entrée sur le territoire américain à certains de ses ressortissants. Personne ne sanctionne le Venezuela. Nous sommes un peuple invincible. Le président Trump peut faire ce qu'il veut. Récemment, il a sorti une autre menace, une autre agression, une loi sur l'immigration. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Le Venezuela ne sera pas arrêté par un empire, encore moins pendant une révolution, avec une conscience historique, pendant le sauvetage de notre identité culturelle et historique. Nous sommes un peuple rebelle, subversif. Les mesures sont différentes selon les pays. Tous les citoyens de Corée du Nord et du Tchad sont interdits d'accès au territoire américain, alors que l'interdiction se limite aux membres d'une longue liste d'instances gouvernementales vénézuéliennes et à leurs familles. Le décret entrera en vigueur pour les 3 nouveaux pays le 18 octobre. Ces sanctions sont un trophée. D'abord, je n'ai jamais demandé de visa. Je n'ai jamais pensé aller aux États-Unis. Je n'ai aucun intérêt à aller là-bas. Nous n'y avons pas de compte, rien. Mais ceux qui, à travers la corruption, le trafic de drogue et la mafia, finissent par être protégés par le gouvernement des États-Unis, devraient être inquiets que ces sanctions vont aussi les affecter. Le nouveau texte interdit ou limite l'entrée aux États-Unis des ressortissants étrangers de 8 pays au total, avec l'Iran, la Libye, la Syrie, la Somalie et le Yémen. Le Soudan, l'un des 6 pays musulmans visés par le précédent décret, a été retiré de la liste. Et puis dans le reportage que vous allez suivre, le wax, ce tissu coloré venu des Pays-Bas est aujourd'hui un symbole de la culture africaine. Il est notamment utilisé pour fabriquer les tenues traditionnelles. Alors que le stylisme africain est en plein essor, les créateurs utilisent le wax pour leur collection de prêt-à-porter et les stars comme Beyoncé et Rihanna en raffolent. Jaune, bleu, des couleurs flash et des motifs qui varient à l'infini, c'est le wax ou cire en anglais, la technique de fabrication de ce tissu en coton. Chaque motif a une signification. En Afrique, ça a des noms. Chaque pagne a un nom. Ça peut être la maman qui travaille, ça peut être un enfant malade. Enfin, c'est une histoire, c'est l'histoire de l'Afrique aussi.
Des vêtements de la vie de tous les jours qui séduisent une nouvelle clientèle, comme dans cette boutique du 18e arrondissement de Paris. Depuis plusieurs années maintenant, on voit que le marché s'est développé auprès d'une clientèle vraiment très large, une clientèle qui s'est rajeunie, qui s'est européanisée, beaucoup de clientèle africaine ainsi qu'asiatique. Le wax a franchi toutes les frontières. D'origine indonésienne, fabriqué aux Pays-Bas, c'est finalement en Afrique qu'il est le plus porté. Le monde de la mode en raffole désormais des petites boutiques aux grands couturiers. La créatrice Natacha Bacco a lancé sa marque il y a 4 ans. Depuis que c'est Burberry, je crois, qui avait fait une collection, ça s'est très bien démocratisé. Et dans les rues, je pense que même si vous vous baladez, vous allez vraiment voir des personnes avec des petites touches, soit un sac, soit un blouson, soit une jupe. Aujourd'hui, la styliste reçoit dans son atelier Fatou Ndiaye, une blogueuse mode suivie par près de 100 000 personnes sur Instagram. Au programme, essayage de sa nouvelle collection. Alors je vais mettre cette tenue ce soir pour la soirée de Fenty Beauty avec Rihanna qui sera présente à Paris. Par exemple au Festival de Cannes, depuis que j'y vais depuis 2015 avec L'Oréal, je tiens à intégrer ce tissu-là dans des événements de prestige. Des tenues entre tradition et modernité à des tarifs abordables. Celles-ci coûtent environ 200 €. Le rappel des titres, tout d'abord au Gabon, à quelques mois du début de la Coupe d'Afrique des Nations de handball. Le vice-président de la République, Pierre Claver Maganga Moussavou, se rend sur le site devant abriter la compétition pour s'enquérir de l'état d'avancée des travaux. Nous étions en Éthiopie où un différend territorial crée des combats entre ethnies causant des centaines de morts et de déplacés. Aux États-Unis, l'administration Trump joue le modérateur en privilégiant une résolution diplomatique de l'escalade des tensions avec la Corée du Nord. Voilà, Madame, Monsieur, tout ce qui a retenu notre attention pour cette grande session d'information. Au nom de toute l'équipe, merci de nous rester fidèles. L'information continue sur Gabon 24, mais en attendant, surtout n'oubliez pas que quoi qu'il arrive, entre-temps, gardez le sourire. Au revoir.